Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour la team OM, Sébastien Vive de Vifoot Télé. Je vous retrouve pour une petite vidéo live pour parler de la vente OM. Mais avant tout, je voulais faire un petit topo sur hier. En fait, j'ai intégré l'équipe du groupe Facebook l'OM C'est Nous et j'ai participé à un live hier soir sur la vente OM. Et régulièrement, je participerai à des lives avec eux et peut-être, on est en train de négocier, peut-être j'animerai une émission en live régulièrement. Voilà, donc vous me retrouverez à la fois sur Facebook et sur YouTube avec cette chaîne, bien sûr. Alors, je voulais faire un petit point en fait sur les informations qui sont tombées hier avec cet article du Parisien sur les négociations qui auraient débuté avec le clan Ajroudi Boudjelal et Franck McCourt. Donc déjà, le Parisien, c'est un journal sérieux, un journal qui appartient au groupe L'équipe. Le Parisien régulièrement sort des informations vérifiées, hein. C'est eux qui étaient très souvent à la pointe lors des rachats de Nice, même de Marseille il y a 4 ans, sur les transferts, sur AVB. Donc voilà, ils sont vraiment très très informés. Donc là, c'est une info qui avance en fait dans la vente. On était passé, je vous rappelle, par les rumeurs. Maintenant, on a des informations avec Boutjelal qui est rentré avec euh, Mohamed Ajouri. Et là, donc les négociations sont rentrées en cours avec Franck McCourt. Ce qui ne veut pas dire que ça va se faire, hein, bien sûr. Donc il faut un peu rappeler. Donc juste un petit peu pour rappel pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait cette chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que bon, j'ai travaillé dans le journalisme, donc j'aime bien analyser les choses, décrypter les choses et donc vous donner un petit peu mon analyse, mon avis sur les infos qui sortent, mais les infos avérées. Hein. Moi, je ne fais pas des infos de quelqu'un qui connaît quelqu'un qui pourrait avoir des infos sur la vente OM ou autre. Non, non, je relais des informations de journalistes qui sont vérifiées et avérées. Donc là, une source effectivement avérée puisque c'est le Parisien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette nouvelle information? Et dans la foulée, il y a eu un article du Figaro où on apprend que Mohamed Ajouri veut Cristiano Ronaldo, Zidane et tout et tout. Enfin, Boudjelal aujourd'hui a un petit peu tempéré son ami Ajouri parce que il s'enflammait un petit peu et sans moyens, enfin, sans réellement le budget, on ne peut pas trop savoir où ça en est. Alors, moi, ça m'inquiète un petit peu. Depuis hier, en fait, aujourd'hui, je commence un petit peu à croire qu'il est un petit peu mégalo, un peu un but de sa personne, et du coup qu'il en rajoute, c'est pas. Alors certes, ça fait rêver, hein, on apprend Zidane, Ronaldo, mais quand on reste un petit peu les pieds sur terre, on peut être un petit peu méfiant. Donc ces grandes annonces là, je vais gagner une deuxième Ligue des Champions, je vais attirer Zidane, je vais attirer Ronaldo. On a beaucoup de moyens. On était proche de réaliser l'accord avec Franck McCourt. Bon, il faut quand même un petit peu se méfier. Et pourquoi cet étalage? Pourquoi cette hypermédialisation? C'est un peu les questions qu'on se pose, mais au fur et à mesure que les jours passent, moi je commence un petit peu à me faire mon avis. C'est que si il y a cet étalage-là, si Boudjelal continue en fait à parler, hein, puisqu'il disait que c'était fini, et puis finalement, dans les grandes gueules, bon, certes, il travaille chez RMC et du coup, il intervient régulièrement, mais enfin, il pourrait très bien dire j'en parle plus tant que c'est pas fait. Mais il a encore remis une couche hier et a José aussi. Donc, ça fait pas très sérieux, hein, malheureusement. Après, je pense que ce qu'on on peut dire, c'est que derrière ce projet Ajroudi, qui a priori lui est un intermédiaire, hein, ce qu'on avait pu lire avec les informations qui étaient sorties très, très tôt après l'annonce de cette offre, enfin, cet intérêt du clan Ajroudi Boudjelal. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur tout ça? Bah, c'est qu'on va attendre bien sûr, mais voilà, d'être dans la médialisation à outrance, c'est pas bon signe. Et moi je pense qu'effectivement, c'est ça là où vous voulez en venir,
c'est que MBS, le prince héritier Mohamed Ben Salam, est derrière tout ça. Donc on a bien compris avec les vidéos de spécialistes, les interviews de Georges Van Bruno, par exemple, journaliste spécialisé dans le Moyen-Orient, que Mohamed Ben Salam dirigeait tout, à la fois l'Arabie Saoudite sur les accords commerciaux, mais également aux deux pays aux alentours, qui est l'Émirat arabe uni et le Bahreïn. Donc c'est lui qui contrôle tout, donc tout l'argent, tout investissement qui sort d'Arabie Saoudite, c'est lui qui le gère. Donc forcément, il est derrière tout ça. Après, reste à savoir si il autorise juste quelques personnes à, à faire des projets de rachat notamment, ou des accords commerciaux, ou alors il prend totalement la main et c'est lui, ça sera lui le véritable patron. C'est plus ça qu'on peut penser. Enfin, en tout cas, je pense qu'il faut espérer que ce soit comme ça, parce que je redis, je commence un petit peu à m'inquiéter, d'autant plus qu'il a quand même des casseroles. Hein. On a pu voir avec des articles qu'il a eu régulièrement, qu'il était notamment mêlé à une affaire de Veolia, hein, donc d'escroquerie. Et le personnage très volubile, très mégalo, donc qui en rajoute, le côté méditerranéen. Bon, alors après, ça peut plaire effectivement à Marseille, aux supporters marseillais, aux Marseillais, ça peut être intéressant, mais il ne faut pas non plus en faire trop et, euh, et déborder d'ambition qu'on ne pourra pas atteindre. Hein. On a reproché beaucoup de choses à Franck McCourt quand il est arrivé, en soulevant, enfin c'est Jacques Henriot, mais en soulevant la Ligue des Champions, et chaque année on pourra titiller le PSG et voir 3 fois sur 4 être devant le PSG. Donc ça, c'est des ambitions qu'on ne peut pas. Alors certes, ça fait rêver et c'est un peu le rêve américain, mais il faut quand même être mesuré. Il faut dire les choses aux supporters marseillais, ils ne sont pas bêtes. Hein. Ils préfèrent entendre, voilà, on a un projet de 200 millions d'euros, on va faire ci, on va faire là, on va essayer d'être au niveau du FC Séville, de l'Atlético de Madrid, de FC Porto. Voilà, ben, si on était déjà à ce niveau-là, ça serait quand même très intéressant. Ça pourrait dire qu'on commence à être au niveau européen intéressant et on pourrait avoir vraiment des ambitions européennes affichées. Voilà, donc c'est ça on attend. On ne veut pas qu'on nous donne des ambitions qui ne seraient pas bonnes. Et après, les journalistes de l'équipe du Parisien, l'équipe du soir, etc., les journalistes parisiens, euh, ils se régaleraient de l'échec de ce projet Franck McCourt. Et voilà, le OM Champion Project, on l'a entendu plusieurs fois et ils ont bien ridiculisé ce projet, mais bon, ils se sont ridiculisés eux-mêmes, hein, Franck McCourt et Jacques Henriot, en affichant des ambitions qui ne peuvent pas tenir. Donc espérons que ça ne soit pas pareil. Boudjelal, ben, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Ben, Boudjelal, en fait, il est arrivé après, hein, parce que ce qu'on a pu comprendre, c'est que le projet d'Ajrodi, qui donc, lui, va chercher plusieurs fonds d'investissement pour présenter ce projet. Donc Boudjelal est arrivé après, on est allé le chercher après. Donc lui, il n'a pas trop influé sur ce projet. Hein. Il serait juste là pour être président délégué et faire avec les moyens qu'il disposerait. Donc voilà où on en est. Alors, la négociation, elle peut durer combien de temps? Difficile à dire, hein, très difficile à dire, parce que est-ce que la négociation euh, est, est, a été entamée avant et qu'on l'apprend que maintenant, et en tout cas on laisse fuiter que la négociation a débuté que maintenant? Ma courte peut très bien dire, bon, mais voilà, vous pouvez maintenant laisser filer que la négociation a débuté pour que le prix augmente et peut-être d'autres investisseurs remportent la mise et donc je peux arriver à un montant qui arrive à me satisfaire. Ça peut être aussi Ajrodi qui, lui, voit qu'il est dépassé par une autre offre de rachat. Moi, je pense plus pour cette deuxième solution, parce qu'effectivement, d'être toujours à aller devant les médias pour dire on a avancé, on a fait une banque d'affaires, là ça y est, vous avez le nom qui est réveillé, Wingate, révélé Wingate. Là, les négociations ont débuté. Ça va être quoi la prochaine fois? Ça veut dire on a fait une offre de 150 millions qui a été refusée par Franck McCourt. Les affaires, elles ne se font pas comme ça ne marche pas comme ça. Donc effectivement, comme beaucoup le disent, et là je le vois qu'effectivement certains le disent sur le chat, euh, il est là pour faire un intermédiaire et pour facilitateur, effectivement, je vois Paco Mivrovli sur le chat qui dit que c'est pour être un facilitateur de l'Arabie Saoudite. Ben, c'est tout à fait ça, effectivement. Lui,
façon, il a toujours été là-dedans, hein, un intermédiaire de projet. Il va rechercher des investisseurs. Il va voir donc Franck McCourt pour lui proposer le projet. Et ensuite, si la mise est raflée, ben, derrière, a priori MBS peut racheter le club olympien. C'est en tout cas ce qui peut indiquer toutes les informations qu'on a eues, toutes les recherches qui ont été faites par des journalistes spécialisés, notamment du Moyen-Orient. Voilà. Alors donc, est-ce que ça va durer 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans? Pas facile à rien, on peut rien dire en fait, hein, si on n'est pas dans les secrets des dieux. Comme je vous dis, moi je suis pas journaliste, je fais pas d'enquête, je fais juste que relayer, donc je n'ai pas d'infos, et des fois on m'en envoie, mais je ne relais pas parce que il faut les vérifier, les informations, un travail de journaliste c'est ça. Et comme vous l'avez pu voir sur mon site avec les interviews que j'ai faites de Romain Canuti et de Nicolas Fiol, eux aussi ils reçoivent des infos, mais ils préfèrent des fois attendre pour avoir plusieurs sources et du coup que cette information soit avérée. Même Romain Canuti en parlait, hein, c'est qu'ils avaient eu la primeur de l'info comme quoi Gérard Lopez était bien placé pour reprendre l'OM il y a 4 ans avec Marcelo Bielsa qui serait arrivé. Ils n'ont pas voulu le dire parce que si ça capotait, du coup on aurait dit d'eux que c'était des menteurs. Mais en fait, le projet était là, hein, ça s'est pas fait. Pourquoi? Parce que Margareta Dreyfus a préféré le projet de Franck McCourt. Et donc, moi, je pense que ça, il faut que vous le compreniez bien. Il y a des négociations qui sont entamées, bien sûr, secrètes, d'autres affichées comme celle-là, mais déjà, tout peut capoter au dernier moment. Il y a beaucoup d'intermédiaires et forcément, les négociations, c'est long. Donc, en fait, voilà, donc il y en a qui disent que ça sera dans 1 an, dans 2 ans, on ne peut pas savoir parce qu'on ne sait pas quand réellement les négociations ont commencé. Alors pourquoi? Autre sujet, Franck McCourt continue à démentir sans arrêt, sans arrêt. Là, ça a été très rapide dès l'annonce de l'article du Parisien puis du Figaro dans la foulée. Le clan Franck McCourt a démenti. Alors déjà, s'ils démentent très très vite, c'est qu'ils étaient au courant de l'information, hein, que ça allait sortir. Hein. Ils ne sont pas devant comme nous, devant le hashtag 20OM, et dès que l'information sort, ils réagissent. Enfin, ça peut être ça, évidemment, s'ils y tombent par hasard, mais il y a des personnes, des conseillers sûrement, qui font de la veille, mais ils étaient au courant de l'information, ils savaient que ça allait sortir, donc c'est soit eux qui l'ont fait fuiter, ou soit ils savent que c'est le camp adverse qui l'a fait fuiter, ou alors le Qatar, on va en parler juste après, l'influence du Qatar dans ce projet. Donc voilà, donc moi, qu'est-ce que je pense, moi, concrètement, de tout ça? Si j'avais un pronostic, c'est difficile de faire des pronostics, hein. Moi, je pense qu'en tout cas, la vente va se faire en 2021 maximum. Je pense que d'ici à l'été 21, la vente sera actée. Pourquoi? Parce que Franck McCourt a besoin de faire monter les enchères, d'obtenir un prix qui lui permette de rentrer un minimum dans ses frais. On vous rappelle, on n'a pas les chiffres exacts, mais en tout cas, c'était l'équipe qui l'annonçait, Football Club de Marseille. Il y aurait au moins 300 millions d'euros d'investis par Franck McCourt avec le rachat à 45 millions d'euros, éponger les dettes et 200 millions d'euros de transfert. Là, il en aurait mis 20 millions d'euros. Donc, il faut qu'il rembourse un peu tout ça. Il n'est pas venu pour la beauté du football et du stade Vélodrome. Enfin, en tout cas, ce qu'il dit, bien sûr, devant les caméras. Mais bon, il est venu pour faire de l'argent. Donc, lui, il sait faire des affaires immobilières à Marseille. Et le parc Chano peut-être, s'il est remis en appel d'offres par la nouvelle mairesse de Marseille. Voilà, donc et lui, comme il avait fait aux Dodgers, il avait acheté le club 400 millions d'euros et il avait revendu 2 milliards d'euros. Donc vous voyez, au niveau des affaires, il sait y faire. Donc lui, il vendra quand le montant du prix de rachat lui conviendra. Donc peut-être il l'a déjà, hein. Je sais qu'il y en a qui ont cette théorie-là. Je vois aussi sur le chat que certains le disent, que peut-être que l'accord a déjà été ficelé. Mais après, avec la crise du Covid, avec l'incertitude donc au niveau économique, Franck McCourt, du coup, il ne savait pas trop réellement quels auraient été ses moyens post-Covid. On sait qu'il a perdu beaucoup d'argent, bon, comme tout le monde, hein, bien sûr, avec cette crise. Il a vendu une affaire, il a vendu une maison, il a eu un accord
sur une autre affaire qu'il a, je ne sais plus exactement l'entreprise, mais il a récupéré de l'argent, donc ça veut dire qu'il a besoin de moyens, donc il est quand même pressé par rapport à ça, mais après, forcément, il ne va pas vendre au plus bas, ça serait débile. Donc forcément, il faut qu'il démente sans arrêt. Pourquoi? Parce que s'il ne démente pas, bah, de toute façon, s'il dit OK, il y a des négociations, mais ça veut dire que c'est fait. Hein. C'est pas compliqué. Et s'il ne dit pas ça, c'est suicidaire. Pourquoi? Parce que le prix, forcément, ne peut plus monter. En disant qu'on n'est pas vendeur, forcément, le prix peut augmenter. C'est pareil dans un transfert. Hein. Dans un transfert, si vous dites que le joueur est intransférable, vous avez plus de chances de le vendre beaucoup plus cher que si vous dites c'est 15 millions d'euros. Si vous dites 15 millions d'euros, ben, vous le vendrez à 10 millions. Quoi. Vous ne le vendrez pas en 15, ça c'est évident. Donc si Franck McCourt dit je veux 200 millions d'euros, ben, il le vendra moins cher. Évidemment, s'il dit OK, le club est à vendre pour 1 milliard d'euros, bon, mais là ça veut dire en gros je ne veux pas vendre. Mais bon, voilà. Donc il ne faut pas se fier effectivement à ça sur ces démentis. Juste pour terminer sur ce sujet, Margareta Dreyfus, une semaine avant le rachat officiel de l'Olympique de Marseille, fin août, parce qu'après il y a le closing, ça a duré 2 mois, avait encore démenti. Hein. J'ai revu les articles dernièrement, donc voilà, mais c'est normal, c'est normal. Donc ça, il faut pas être inquiet par rapport à ça. Moi, là où je suis plus inquiet, c'est donc, je vous dis, par ce projet Ajrodi, parce qu'il continue à faire la médiatisation, donc c'est pas bon signe. Ça me rappelle un petit peu Pablo Dana en 2016, qui allait sur les plateaux de télévision, il avait fait une longue interview pour essayer en fait de vendre son projet. Donc quand on vend son projet comme ça et qu'on ne le fait pas en secret, c'est pas bon signe. Ou alors l'autre figure historique du rachat qui avait échoué, Kashkar, on se rappelle qu'il s'était fait et il avait fait le tour du stade Vélodrome. Il était allé dans les vestiaires du stade Vélodrome. Il avait été porté en triomphe. Voilà, tout le monde pensait que c'était le nouveau tapis. Et puis en fait, le gars, il n'avait pas les fonds pour acheter le club. Donc il y a ça aussi, hein, c'est qu'effectivement, donc là, on a pu voir avec quelques informations que Franck McCourt aurait eu une offre d'un Russe et qu'il ben, aurait demandé une enquête pour voir si les fonds russes étaient costauds et que les garanties bancaires pouvaient être apportées par cet investisseur. C'est normal. Enfin, bien sûr, vous, quand vous achetez un sac de patates, vous n'avez pas besoin de faire tout ça, mais pas pour une maison, par exemple, ou même une voiture, vous demandez un chèque de banque pour être assuré que les fonds vont être versés, sinon vous vous retrouvez avec un chèque en bois. Donc c'était ça qui avait fait capoter Kashkar, hein, parce que tout était ficelé. Et puis dans le bureau de Franck McCourt, voilà, pas McCourt, pardon, de Robert Louis Dreyfus, pardon. Robert Louis Dreyfus avait demandé donc les garanties bancaires à Kashkar. Ils ne les avaient pas données. Ils avaient attendu 15 jours, un mois. Bon, ils avaient bien vu qu'après, elles n'arriveraient jamais. Et Robert Louis Dreyfus avait stoppé ces négociations, donc il ne pouvait pas aller jusqu'au bout. Hein, donc il faut être très méfiant. Alors je sais qu'il y a sur certaines personnes, certaines tweetos annoncent des choses, pensent avoir des choses, donc peut-être ils en ont, hein, tant mieux pour eux, mais il faut se méfier toujours parce qu'une vente, ça ne se ficelle pas comme ça. Donc voilà, donc je vais continuer juste, donc comme je vous disais, sur le Qatar. Alors ça, il y avait également un autre article du Parisien qui indiquait qu'il y avait vraiment un lobbying du Qatar pour faire échouer cette vente, pour la faire capoter. Oui, on en parlera effectivement, je vois sur le chat Armarco, ouais, ça peut être du très lourd. On va en parler juste après, effectivement. Donc le Qatar veut faire échouer cette vente. Alors ça peut être un signe positif. Effectivement, si les informations sont avérées, hein, c'est toujours pareil. Hein. Si effectivement le Qatar pousse pour faire échouer ce rachat de l'Olympique de Marseille par les Saoudiens. Pourquoi? Parce que le Qatar et l'Arabie Saoudite sont en conflit au niveau commercial notamment et au niveau diplomatique et politique. Ben, ça veut dire que c'est vraiment avancé, quoi, que la négociation est vraiment avancée. Si c'était juste une rumeur comme ci, comme ça, bon, et que ça n'avait pas été vérifié, forcément, ils n'iraient pas plus loin. Donc, que cet article soit sorti, ça veut dire quand même que c'est bien avancé. Alors, est-ce que c'est juste ce projet Ajrodi, d'autres projets, ou derrière Ajrodi, il y a MBS, comme juste, je fais l'hypothèse, moi, hein, comme beaucoup le font, mais bon, on n'est pas encore assuré de ça. Walid Ben Talal, c'est pareil, hein, il y a eu cette rumeur. Est-ce qu'il n'est pas également
dedans. Ajrodi dit non. Mais bon, on ne sait pas non plus. Hein. Peut-être qu'il y a un autre projet aussi qui lui, lui est là derrière. Et peut-être que MBS pilote plusieurs projets. Et pour montrer à McCourt que, qu'il y a des investisseurs qui sont intéressés et que du coup, au final, il doit vendre. Et il retire un projet. Alors, donc on revient effectivement sur Arenco. J'ai vu dans le chat, là, attendez que je revienne, je retrouve. Alors, il y a Paco Movreli qui est très diserte sur le chat, effectivement. Merci à toi. Donc, lui, il dit que c'est le meilleur moment de vendre, effectivement. Donc, Arenco, effectivement, donc, il y en a qui ont fait des recherches et on a pu le voir sur Internet. Winget, donc la banque d'affaires qui est d'Ajrodi, en fait, elle appartient derrière à Arenco. Comme un petit peu ça corrobore ce que voulait dire, ce que disait Boudjelal, qui disait qu'en fait, ça venait, il y avait derrière une banque qui correspondait avec, enfin, qui faisait son business avec du pétrole, de l'eau, de l'énergie. Arenco, c'est totalement ça. C'est dans le pétrole, c'est dans l'énergie, donc. Et voilà, pour le coup, c'est une des plus grosses entreprises du monde. Elle génère un chiffre d'affaires monstrueux. Donc, effectivement, si à cette banque-là, et si elle vient pour racheter l'Olympique de Marseille, enfin, McCourt, il sera obligé de vendre, quoi. Enfin, c'est logique. Après, comme on a pu voir avec plusieurs vidéos de journalistes ou de talk, il disait l'Arabie Saoudite, il ne faut pas non plus les prendre pour des imbéciles, hein. Même si ils ont de l'argent, ils ne veulent pas balancer de l'argent par les fenêtres, hein. Ils sont très mesurés, ils ne veulent pas donc faire n'importe quoi à l'image des Qataris qui ont un puissant fond, hein. Donc voilà, donc eux aussi, ils sont intéressés par l'OM, ça c'est clair. Donc voilà, mais ils ne voudront pas se faire avoir et acheter à un prix démentiel, en tout cas le prix sûrement que McCourt veut. Pour Frédéric Saint-Prix, le club sera vendu, oui, mais la question c'est quand. Voilà. Est-ce que ça sera dans un mois, dans 6 mois oui, c'est pas une banque. Oui, effectivement, c'est plutôt, on va dire, c'est plutôt une société écran en fait, une société écran. Après, c'est logique parce que on ne peut pas annoncer telle banque veut racheter le club. Enfin, en affaires, on ne fait pas ça, on ne dévoile pas tout, quoi. Et donc, il y a quand même une part de secret. Je lis un petit peu vos messages, comme ça, je peux peut-être rebondir dessus. Ils sont obligés. Écran de lumière, ouais, pour Paco, effectivement. JSP, c'est pas une banque, effectivement. Frédéric Saint-Prix, donc le club est vendu. Pas besoin de mercato pour l'OM. Le duo Germain largement fait l'affaire. Germain Mitroglou, bon, c'est ton avis, il n'y a pas de souci. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Le club n'est pas à la vente. Ah, Jeannot, écoute, si tu as un prochain live où j'interrogerai les supporters, on pourra réagir par rapport à ça parce que ça m'intéresse aussi de savoir. Armanco, effectivement, Stéphane qui dit ça. On entend mal. Ah, pardon, ça par contre, je suis pas chez moi, hein, c'est un peu compliqué. Hein. Vous avez peut-être pu voir si vous avez vu les lives que j'ai fait hier. Je suis en vacances, donc c'est un peu compliqué pour avoir la technique au maximum. Voilà. Alors, on va faire un dernier sujet, peut-être. Je rajoute juste les derniers messages. C'est pas logique. Comment augmenter on ne sera pas qualifié en Ligue des Champions. Voilà. Alors après, vous pouvez revoir la vidéo que j'ai faite. Je ne vais pas répéter ce que j'avais dit. Hein, une vidéo, l'avant-dernière vidéo que j'ai faite où j'ai mis les arguments, enfin c'est-à-dire les arguments qui pencheraient en faveur d'une vente rapide et les arguments contre, donc qui pencheraient pour une vente beaucoup moins rapide. Quand je entends rapide, c'est-à-dire d'ici octobre. Hein. Donc pour l'instant, la balance effectivement penche encore vers une vente pas rapide, en tout cas, elle ne serait pas faite en octobre. Moi, je dis que tout dépend en fait de la nomination ou pas du directeur sportif en fait. C'est du head of football. Parce qu'effectivement, si le directeur sportif arrive, là, en fait, ça dépend quel directeur sportif aussi. Hein. Si juste là pour faire la transition et qu'il est nommé par le nouvel investisseur, pourquoi pas. Mais en principe, ça marche pas comme ça, hein, puisque tant que les investisseurs n'ont pas
ont pas les clés du camion, ils vont pas investir et ils vont pas demander à l'actuel actionnaire de faire ça. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est dire, comme avait fait Franck McCourt quand ils sont arrivés le 29 août 2016, donc 3 jours avant la fin du mercato. Il leur avait dit, ben, Lassana Diarra, on veut le garder, ne le vendez pas. Donc à ce moment-là, on fera une petite rallonge pour son salaire, donc pour la saison d'après, donc quand on y sera. Voilà ce qu'ils peuvent faire. Ils ne peuvent pas acheter quelqu'un avant avec le propriétaire. Ça, ils ne peuvent pas. Donc effectivement, une nomination d'un directeur sportif qui serait là sur le long terme, euh, ça mettrait un peu fin à une vente rapide. Voilà. Donc après le recrutement, bon, certains, on a pu voir sur le live que j'ai fait hier, certains disaient que le recrutement de Gay, de la signature des joueurs, pour eux, ça voulait dire que McCourt s'inscrit dans la durée. Moi, c'est pas mon avis, hein, ça veut rien dire. Ils continuent leur travail de toute façon, hein, ils continuent leur travail et ça engage rien de faire signer des jeunes. De toute façon, ça sera bon pour le club d'avoir des jeunes à fort potentiel à valoriser pour après revendre. Et puis, Gay, il est gratuit, donc enfin, il gère à fur et à mesure. André Villas-Boas, lui, il lui faut une équipe pour l'an prochain pour la Ligue des Champions. Hein, donc lui, il travaille et Héros continue. Après, certains disent, mais là, je ne vais pas relayer parce que les infos ne sont pas virées, qu'Héros ne serait plus là, donc ça, on va pas révéler ça. Alors, impossible, si c'est pas l'Angleterre, le président ne va pas bloquer cette histoire. Hein. Ouais, il y a l'histoire effectivement de Newcastle, mais après, moi, effectivement, au départ, je pensais que l'Arabie Saoudite allait racheter qu'un club en Europe, mais pourquoi ils n'en rachèteraient un, hein. Leur but, c'est faire une guerre commerciale avec le Qatar, donc ils peuvent très bien avoir plusieurs clubs. Regardez les Émirats Arabes Unis, ils en ont plusieurs. Le Qatar aussi, même s'ils n'en ont pas plusieurs, ils ont au moins un gros sponsoring avec le Barça. Donc Salzbourg en a plusieurs aussi. Donc ça, je pense que c'est pas un argument. Il peut très bien avoir plusieurs clubs pour un seul. On va bientôt terminer, on va pas faire très long, hein, parce que comme je ne vais pas interroger des supporters, puisque je n'ai pas les moyens techniques où je suis, je ne le ferai pas. Donc je dis juste au chat et on voit. Alors, l'OM fait peur à tout le monde. Certains ont peur que notre club ait les moyens pharaoniques. Oui, ben c'est ce que pense effectivement le Qatar. Hein. C'est pour ça qu'ils veulent faire capoter l'affaire. Hein. Les grands hommes d'affaires traînent toujours des casseroles. Oui, oui, ça c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Donc après, je dirais en tant que supporter, à la limite, peu importe s'il ne va pas en prison au bout de 6 mois, bien sûr. Voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est que le nouvel investisseur arrive avec un vrai projet. Donc, il arrive avec 200 millions d'euros, 500 millions d'euros ou 1 milliard d'euros. Bien évidemment, ce n'est pas la même chose, bien sûr. Mais après, c'est comment est utilisé. Je crois que le plus important, si le nouvel investisseur arrive rapidement ou dans 1 an ou dans 2 ans, c'est qu'il arrive avec déjà une équipe de constituée, ce qui serait le cas avec Ajroudi, hein, mais bon, ça dépend de quelle équipe, c'est toujours pareil. McCourt avec son équipe, hein, il allait prendre Héros et Garcia et était déjà dans les tuyaux. Il faut vraiment un président délégué qui connaisse le football ou alors qui connaisse le sport. Si c'est Boudjelal, moi je suis pour parce qu'il connaît le monde du sport et il a gagné avec le sport. Mais quand Jacques Hariero arrive de Harvard et de Disney et qui est propulsé président de l'OM, je suis désolé, il n'a pas les compétences du football et encore en plus il n'a pas les compétences de Marseille qui est quand même très spécifique. Donc il faut arriver avec des hommes compétents. Donc un président qui connaît le football et qui connaît les rouages, s'il connaît les médias, c'est encore mieux et un directeur sportif qui, lui, a un sacré réseau, qui a des connaissances, qui a déjà fait des affaires, qui connaît le monde du football, qui connaît les affaires, le business, les négociations. C'est un nom, pas forcément un nom, mais en tout cas qui a un réseau. Quoi. Et après, l'entraîneur qui va bien, bon, là, en tout cas, pour l'instant, là, c'est André Villas-Boas, il n'y a pas de souci. Et après, peut-être arriver déjà avec des joueurs, hein, comme le font les présidents du Barça qui sont élus par les socios. Ils se mettent déjà d'accord avec des joueurs et ils arrivent. Alors, ça peut être via les contrats aussi de sponsoring hein, avec Puma, pourquoi pas. Hein. Alors, juste, je termine donc pour faire un tour de vos messages. MBCDR, tout ça, oui, ben, moi je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein.
Arenco, donc on en a déjà parlé. Dit la fin du mois, l'accord sera trouvé pour Paco. Ben, écoutez, après, voilà, je pense que c'est vrai que juste pour un petit point sur ça, en fait, la vente OM divise beaucoup. Hein. Je parle entre supporters marseillais, hein, entre ceux qui croient à une vente et ceux qui ne croient pas, ou ceux qui ont soi-disant des infos, ou ceux qui n'en ont pas. Juste, je voulais vous dire quand même qu'on est tous supporters de l'OM et que pour la plupart, on veut tous un changement de direction parce que le projet McCourt, on trouve qu'il ne permet pas à l'OM de retrouver les ambitions. Après, voilà, on peut être sceptique ou pas sceptique, ça change rien. C'est pas ça le plus important. C'est pas le plus important. Est-ce que vous croyez une vente ou pas? On verra. C'est ce qui est le plus important, c'est que ça se fasse. C'est tout. Euh, donc, euh, donc, il faut arrêter les guéguerres de Twistos sur ça. Ça sert à rien, quoi. Enfin, de toute façon, il faut attendre. Et en attendant, on a Franck McCourt, on a Jacques Henriot. Certes, on n'est pas content, malheureusement. Pour l'instant, c'est comme ça. Et en tout cas, on a surtout AVB qui, lui, a fait une équipe cohérente cette année et qui, pour l'année prochaine, peut faire aussi de belles choses. Et en tout cas, les joueurs l'adorent et l'ont fait rester. Hein. Il l'a dit clairement, il y a une interview de l'équipe d'aujourd'hui ou d'hier, où il a dit il est resté pour les joueurs et il est resté pour faire ma courte. Juste terminer sur ça, sur cette interview d'AVB, bah, qui dit qu'effectivement, il a eu au téléphone Franck McCourt qui l'a rassuré, mais qui l'a rassuré, je dirais, à moitié, parce que Franck McCourt a dit qu'il était empêché par le fair play financier pour investir beaucoup plus. Donc, il veut investir, mais en même temps, il ne va pas mettre beaucoup. Donc, je dirais, Nit, je serais à sa place, ben, va le club. Quoi. Si tu n'as pas les moyens de tes ambitions et que tu es freiné, euh, tu vas perdre de l'argent. Voilà, peut-être qu'il en gagnera plus effectivement à la fin de la saison prochaine, puisque l'OM aura été en Ligue des Champions, donc le montant du club, du prix de l'actif sera plus important. Des joueurs auront peut-être montré tout leur talent et du coup prendront de la valeur marchande et on pourra les vendre plus cher. Voilà, peut-être. Et la fin du Covid pourra lui permettre aussi de gagner tout ça. Voilà, on va terminer sur ça. Hein. Je voulais faire un quart d'heure. Bon, j'ai fait une demi-heure, c'est pas grave. On se retrouve prochainement. La semaine prochaine, j'aurai plus de temps parce que je ne serai plus en déplacement. On fera sûrement un live. Je vous tiendrai au courant. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.